Donc, troisième débat de l'après-midi. Et je disais qu'après le débat sur informer sans désespérer, on vous propose de débattre, informer et s'engager. Voilà, quelles sont les limites sans doute perméables entre notre travail de journaliste et l'engagement, soit notre engagement individuel, soit dans voilà, d'autres structures. Donc je suis ici Roger, je suis le responsable des pages Planète au quotidien Le Monde. Je vais évidemment présenter mes quatre invités. Mes trois invités, pardon, justement, il y en avait une quatrième. Je crois qu'Audrey Pulvar ne peut participer au débat parce qu'elle a d'autres engagements ou doit peut-être partir plus tôt. Donc je vous prie de l'excuser, elle ne sera pas là dans ce débat. En revanche, à côté de moi, donc John Henley, qui est journaliste britannique et qui est le correspondant Europe du grand quotidien britannique The Guardian à Paris. Bon, The Guardian n'est pas à Paris, mais donc, il est correspondant basé à Paris. Et vous verrez, si vous voulez bien, je vous raconterai une petite anecdote pour planter le décor du débat sur le travail du Guardian, justement, sur ces questions de journalisme par rapport aux questions environnementales et jusqu'où on va dans l'engagement d'un média par rapport à ces thématiques-là. À côté de John, Marie-Monique Robin, on vient de l'évoquer il y a quelques instants. Alors je ne sais pas dans quel ordre on met entre journaliste d'investigation, réalisatrice ou documentariste, auteur. Peut-être qu'il faut mettre justement écrivaine, qui a fait de nombreux des bouquins, qui a fait de nombreux documentaires qui, bon, pas mal d'entre eux ont été primés, qui d'ailleurs aussi pris Albert Londres en 1995 déjà, ce qui dénote une longue carrière journalistique. Moi j'ai notamment en tête les documentaires les plus récents, puisque évidemment je prêche un peu pour ma paroisse, mais il y avait récemment un documentaire, il y a eu plusieurs documentaires notamment sur, il y a eu plein de choses, moi je l'avais croisé brièvement sur Opération Condor, qui était la question de l'implication des forces françaises dans l'opération Condor, c'était donc au moment de la dictature en Amérique latine. Donc elle a brossé, elle a travaillé sur plein de sujets différents, avec, je crois, justement une question d'engagement à chaque fois, en tout cas une volonté de dénoncer certaines pratiques, mais ça, elle vous le dira évidemment. Et là, plus récemment, il y avait des sujets sur Monsanto notamment, et sur un tribunal factuel qui s'est monté contre Monsanto, mais Marie-Monique nous en parlera. Et à côté de Marie-Monique Robin, Olivier Rasmont, qui est journaliste, blogueur, auteur, qui travaille sur les questions de mobilité. Et il a notamment commis un livre, Le pouvoir de la pédale, sur la question des mobilités douces et de la transition, en tout cas l'importance de la place du vélo en ville. C'est peut-être pas trop une problématique à Couture, mais ça l'est en tout cas dans les grandes villes. Il a aussi travaillé sur l'étalement urbain, et il vous donnera aussi son expérience, et pour le coup, un peu différente ou un peu complémentaire de quelqu'un qui est donc journaliste et blogueur. Peut-être que cette case-là aussi a des implications un peu différentes dans le niveau d'engagement. Et juste, donc pour lancer le débat, je voulais juste vous raconter une petite anecdote, en tout cas qui me semble, moi à mon avis, un peu illustrer le propos de ce débat. En 2015, qui est donc l'année de la COP, de cette fameuse parce qu'elle a conclu un accord sur lequel on pourrait discuter, mais ça serait un autre débat. Donc l'année de la COP 21, on avait décidé à ce moment-là, avec un collègue qui s'appelle Stéphane Foucard, que vous connaissez peut-être, d'aller interroger Alan Rothbridger, qui était à l'époque le directeur de la rédaction du Guardian. Pourquoi? Parce qu'il allait quitter la rédac et qu'il avait fait un travail qui nous semblait intéressant. Et pour être très franc avec vous, on y allait en fait pour deux raisons. Parce qu'on est journaliste et qu'on voulait raconter ce travail du Guardian et jusqu'où ce journal est capable de se positionner, et John nous en parlera. Mais aussi, il y avait aussi une finalité un peu plus interne, c'est-à-dire qu'on voulait aussi un peu bouger ou déranger la rédac du Monde dans lequel on est, et aussi nous interpeller la direction du journal en disant voilà ce que fait le Guardian et qu'est-ce que nous on pourrait faire ou pas. Et donc l'expérience est la suivante. Alan Rothbridger, après à peu près 20 ans passés à la direction de la rédaction de ce grand média britannique, a décidé de faire le point et de se dire tiens, qu'est-ce qu'on a raté pendant ces 10 ou 20 dernières années. Et lui faisait le constat que le gros sujet qu'on avait raté, ou qu'ils avaient raté, et je pense qu'on peut s'inclure là-dedans, c'était les questions notamment du réchauffement climatique. Et notamment l'expérience, elle était liée aussi à une démarche qui était je trouve assez intéressante et un peu personnelle, c'est-à-dire qu'il avait convié une partie de la rédac, c'était à Noël 2014, il nous avait raconté ça, à faire un séminaire, je ne sais plus si c'était dans un hôtel, je crois que c'était à l'étranger, en tout cas il avait fait un séminaire, et donc c'est un séminaire un peu de libre parole sur les sujets qu'on avait ratés, et ce sujet majeur qui était celui du dérèglement climatique. Et l'étape suivante, c'était de se dire, bon maintenant, ok,
Donc il faut davantage le raconter. Il disait à l'époque, bon, c'est la grande story de notre époque, c'est le dérèglement climatique et toutes ses implications. Mais l'étape suivante, c'est aussi d'arriver à aligner nos pratiques, en tout cas s'interroger sur nos pratiques journalistiques par rapport à ça. Et la concrétisation de cette réflexion, c'était en 2015, au moment de la COP, de s'associer à la campagne Keep It in the Ground, qui est une campagne donc, qui est pour dénoncer les énergies fossiles, en tout cas pour demander à tous les acteurs de l'économie mondiale de laisser les énergies fossiles, en tout cas celles qui sont actuellement dans les sous-sols, de ne pas les exploiter. Keep It in the Ground, qui est une grosse campagne mondiale lancée notamment par une grosse ONG américaine qui s'appelle 350.org. Voilà. Donc pour le coup, en 2015, le Guardian lance cette initiative qui consiste donc, évidemment, son travail journalistique de couverture de la COP, de ces questions-là, etc., mais aussi, dans ses pages, relayer et affirmer son soutien à cette campagne, en fait, ce plaidoyer, dans les ONG on parle de plaidoyer, Keep It in the Ground. Et donc voilà, moi je trouve que c'était intéressant de vous parler de ça, parce que pour le coup, nous on a aussi mené notre réflexion. Alors pour être là aussi transparent avec vous, ça n'a rien donné au niveau de la rédac à l'époque, c'est-à-dire que si ce n'est quelques réactions en disant « Ah tiens, l'entretien est intéressant », mais on n'a pas été plus loin dans la réflexion, parce que le Monde à l'époque n'était pas prêt, et je pense qu'il n'est pas encore prêt aujourd'hui, le journal Le Monde, à s'impliquer dans ce genre de campagne, et je pense que c'est un vrai sujet d'ailleurs de discussion entre nous. Mais en tout cas, voilà, il y a cet exemple étranger qui nous semblait intéressant, et un peu poser les frontières entre le journalisme et l'engagement. Sur ce, je passe la parole à John qui va vous dire justement où en est le Guardian, et il y a aussi d'autres réflexions qui sont en cours de ce côté-là. D'accord, merci. Merci. Oui, donc c'est vrai que le Guardian, c'est en tant que journal, suite à ce choix d'Alan Raspager il y a 4 ans maintenant, s'est rendu compte en tant que rédaction qu'on n'avait vraiment pas fait assez en termes de couverture du changement climatique. On a depuis depuis cette campagne, il faut dire aussi, je pense que les journaux britanniques, il y a une différence culturelle, je pense, dans la mesure où les journaux britanniques ont l'habitude de mener des campagnes. Hein, ce n'est pas anormal en ce cas-là. C'était le choix de faire une campagne sur l'environnement n'était pas normal à l'époque, mais faire les campagnes en soi, c'est assez, on a l'habitude. Mais depuis donc, oui, le Guardian a clairement défini l'environnement et sa couverture de l'environnement comme l'un des aspects sur lesquels on veut vraiment se différencier des autres journaux. On a mis des moyens. On a maintenant 12 journalistes en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Australie. Donc on couvre tous les 3 grandes zones, comment on dit ça, time zones, mais les 3 grandes côtés voilà, du monde. 12 journalistes qui s'occupent exclusivement de l'environnement, ce qui est une grande équipe. On a surtout, je pense, ce qui différencie maintenant la couverture, l'approche du Guardian à la couverture de l'environnement, c'est qu'on a décidé de ne pas mettre ou de ne pas faire de l'environnement une spécialité en soi. C'est-à-dire que donc on n'a pas de page environnement. Hein. On couvre l'environnement, le changement climatique sous tous ses aspects. Et c'est à chaque journaliste, dans chaque service, donc par cela je veux dire le service éco, il suit et couvre les conséquences du changement climatique, les conséquences économiques, société égale les conséquences sociales, culture, conséquences culturelles, santé, conséquences santé, etc. Donc on essaie vraiment de faire en sorte que notre couverture de l'environnement, vraiment, on peut trouver un article sur le changement climatique dans chaque page du journal.
On a pris aussi quelques mesures concrètes. On a par exemple, un peu, qui ont attiré pas mal d'attention. On a décidé par exemple, un petit peu plus tôt cette année, de mettre sur nos pages météo, donc dans quel pays que vous êtes dans le monde, donc lecteur du Guardian, on a la page météo de là où vous êtes, et on a décidé de mettre en haut de la page métier le taux de CO2 dans l'atmosphère mesurée dans ce pays-là. Une façon juste de confronter les lecteurs avec une réalité, avec la réalité du taux de CO2 dans lequel ils vivent. Et en fait, je pense que, parce que la prochaine étape, j'ai parlé jusqu'ici du changement climatique, j'aurais pas dû. Parce qu'une autre mesure concrète qu'on a prise depuis très peu, depuis un mois environ, on a décidé, ce n'était pas un dictat, on n'est pas obligé de le faire en tant que journaliste, mais on a décidé en tant que rédaction de préférer le terme crise climatique ou urgence climatique plutôt que changement climatique. Tout simplement parce que à un moment où de plus en plus de scientifiques utilisent ce terme-là, commencent à parler d'une crise climatique, et quand on se rend compte que, en fait, ce qu'on est en train de parler d'un événement qui va quand même avoir un impact considérable sur la vie de milliards de gens dans le monde. Changement, c'est quand même un petit peu faible, un petit peu flou. Donc dans le même sens que ça, on ne parle plus, on essaie de plus parler de changement climatique, on parle d'urgence, de crise climatique. On ne parle plus dans le même but de climato-sceptique. Hein, on parle et c'est un terme un peu fort, peut-être en français, c'est un terme qui a une connotation que je ne pense pas qu'il a en anglais, mais on parle de climato-négationniste. Pourquoi ? Parce qu'à un moment où 93% des scientifiques sont d'un commun accord, il n'y a que 7% qui ont un avis contraire. Ça revient plutôt d'être sceptique, ça revient à nier une réalité. Et je pense que tout cela dans le but de rendre plus réel, plus concret ce que le monde est en train de vivre. Je pense que pour beaucoup de gens, la crise climatique est quelque chose de tellement énorme qu'on a tendance à essayer de nous cacher derrière des termes un peu vagues, un peu faibles. Et on veut vraiment juste souligner le fait que l'importance du fait que qu'on a peut-être 20 ou au maximum 30 ans pour changer les choses. Merci. Je vais passer la parole évidemment à Marie-Monique, puis ensuite à Olivier. Je vous propose après cette première prise de parole et donc écouter le point de vue des uns des autres, qu'on vous donne évidemment la parole. Et je vous demanderai juste, comme dans les tables rondes précédentes ou les débats précédents, juste de vous manifester en levant la main par exemple, pour que tout le monde puisse s'exprimer les uns après les autres et dans l'écoute de chacun. Mais le but, c'est pas de vous faire non plus un cours magistral, donc on vous donnera la parole juste après. Marie-Monique. Alors, par rapport au thème qui nous rassemble, donc l'engagement, moi je dois dire que le dérèglement climatique, la crise climatique a changé ma vue, ma conception du métier. Alors, pour faire simple et rapide, moi je suis devenue journaliste, ça fait maintenant 35 ans, ça fait quand même pas mal d'années. Et j'étais très inspirée par, tu as parlé du prix Albert Londres, moi Albert Londres c'est mon modèle.
Albert Londres, pour ceux qui ne savent pas, c'était un journaliste qui est mort dans les années 30, je ne sais pas si vous savez, hein, et qui travaillait pour un journal qui s'appelait Le Petit Parisien, qui par exemple se faisait passer pour un vendeur de Bible et rentrer dans le bagne de Cayenne pour raconter les conditions de vie des prisonniers dans le bagne de Cayenne, faisait son article dans Le Petit Parisien, ensuite alpaguait, très important, les députés dans la salle des pas perdus vous voyez, au Palais Bourbon, et disait « T'as vu mon papier dans Le Petit Matin ?» Et du coup, on a fermé le bagne de Cayenne. Donc voilà. On applaudit Albert Londres. Et Albert Londres, il a dit cette phrase, donc ce n'est qu'une partie, mais je l'ai dit comme on l'a dit souvent, parce qu'elle est un peu plus longue que ça. Notre métier, ce n'est pas de faire du bien, ni de faire du mal, c'est de mettre la plume dans la plaie. Donc voilà. Alors il n'avait qu'à l'époque qu'une plume, donc j'imagine que s'il avait une caméra, il aurait fait un petit peu ce que j'ai essayé de faire depuis 35 ans. En tout cas, moi, j'avais donc cette vision du métier qui était un métier avec une responsabilité d'abord, parce que Albert Londres considérait aussi que nous sommes le quatrième pouvoir. Vous savez, ça fait longtemps hein, qu'on le dit, mais vous savez que les trois premiers pouvoirs, c'est le pouvoir juridique, législatif, etc., qui sont censés œuvrer pour l'intérêt général. On l'espère. D'ailleurs, quand on en doute, ça s'appelle une crise politique, et nous sommes là-dedans en ce moment. Hein. Et si nous sommes le quatrième pouvoir, j'estime que nous devons aussi œuvrer pour l'intérêt général, ce qui nous donne évidemment des devoirs et des responsabilités, et qui fait que bien sûr il y a une frontière pour moi très étanche entre la communication et le journalisme. Voilà. Donc j'ai entendu tout à l'heure qu'on a cité l'une de mes phrases de ce matin. Donc oui, moi très longtemps j'étais là pour. Enfin, j'ai considéré que mon métier c'était pour défendre l'intérêt général, apporter des informations pour que vous, les citoyens, vous puissiez agir avec des informations vérifiées. Alors, je n'aime pas le mot, vous savez, on parle d'objectivité. Moi, je préfère, parce que j'assume ma part de subjectivité, parce que la nier, c'est pas... Voilà. Je préfère parler de rigueur et d'honnêteté professionnelle. Hein, voilà. Et donc, avec une conception, évidemment aussi, de défense, si j'ose dire, des droits humains, en général. Et donc, j'ai soutenu beaucoup les lanceurs d'alerte. C'était Le Monde sur le Monsanto, c'était Escadron de la mort à l'école française, c'était Voleurs d'organes, enfin, toute une série de films et de livres et qui m'ont habité. Enfin, cette manière de voir mon métier m'a habité pendant des années. Et puis, un jour, j'ai véritablement compris, je peux vous dire très exactement quand c'était en 2011, ce qu'était et ce qui se préparait avec la crise climatique. Évidemment, ce n'est pas une question sur laquelle j'avais travaillé moi en tant que journaliste, mais je lisais Le Monde, je lisais les journaux habituels, enfin voilà. Mais un jour, je ne rentre pas dans les détails, on n'a pas le temps, j'ai compris que ce qui se préparait et qui était déjà en cours était gravissime, même unique dans l'histoire de l'humanité. Et du coup, je me suis dit, si Albert Londres était là et qu'il voyait que nous sommes capables, nous, petits bipèdes, vous voyez, bien prétentieux, de détruire notre maison commune. Là, je reprends l'expression du pape François, parce que là, de temps en temps, je fais de la pub pour le pape, c'est pas souvent, mais ça arrive. Voilà, mais très important, je trouve, cette expression. On est capable de dérégler la mécanique très, très, très délicate du climat. Eh bien, qu'est-ce qu'il ferait? Eh bien, il soutiendrait ceux que j'appelle les lanceurs d'avenir. Alors souvent on m'a titillé, enfin on m'a dit ah mais maintenant Marie elle fait du journalisme de proposition, sous-entendu c'est de la merde parce que c'est pas, voilà ben non. Moi je pense qu'aujourd'hui nous devons à la fois soutenir les lanceurs d'alerte, ils ont besoin d'être soutenus parce qu'ils sont souvent, on l'a vu ici pendant ce festival, hein, ils sont toujours très vulnérables, mais il faut se soutenir ceux qui montrent qu'on peut faire autrement. Donc c'est toute une série de films et de livres, Les Moissons du futur, Sacrée croissance, Qu'est-ce qu'on attend, et puis le prochain qui sort au cinéma bientôt, sur l'expérimentation territoire zéro chemin de longue durée qui s'appelle Nouvelle Cordée. Donc voilà. Donc moi aujourd'hui mon engagement je le considère comme un engagement de citoyen, de journalisme avec cette définition de la mission qui est la nôtre. Et je suis parfois très attristée, je vais dire ça de manière très sobre, de voir, s'agissant par exemple ma multinationale préférée, vous voyez laquelle? Ça commence par un M, ça commence par un M, ça finit par un O. Maintenant c'est un B et ça finit par un Alors, Y. au nom de cette prétendue objectivité, entre guillemets, on va vous dire dans un journal télévisé ou radio, des émissions de radio que j'écoute, on va vous parler d'une étude, et de la même manière d'une étude qui a été fournie par un laboratoire indépendant. Donc, indépendant, ça veut dire que les scientifiques qui font l'étude n'ont pas d'intérêt financier dans le résultat de l'étude. Vous m'avez suivi? De la même manière qu'une étude fournie par l'industrie. Et au nom de l'objectivité, ben je dis non.
Bah, je dis non. Au minimum, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas parler des études de Monsanto, mais moi je peux vous dire qu'elles sont 99%, c'est bidon. Donc c'est tout, il y a un moment et on le sait. Et c'est comme tu disais, les négationnistes. Hein. Il y a un moment, j'ai dit ça tout à l'heure, avec Cécile Duflot, je ne sais pas si elle est là, mais on s'est dit toutes les deux, on veut plus, c'est fini, la question n'est pas là, c'est terminé. Je ne veux plus qu'on les entende, c'est tout. Il y a un moment, on dit stop, parce que l'urgence, c'est donc de faire en sorte que vous, les citoyens, vous soyez capables d'agir pour que, non seulement vous dans votre vie personnelle, hein, qu'on vous donne envie d'agir, moi c'est ça que j'essaie de faire maintenant, hein, mais aussi d'agir pour que nous ayons des politiques, hommes et femmes politiques, qui comprennent que l'écologie est la seule matrice possible dans laquelle on doit inscrire toute action publique si on veut stopper ce qui est alors on peut plus dire en marche, en cours, et qui s'appelle l'effondrement. Parce que moi, je le dis maintenant, voilà. Alors, voilà mon engagement, si je le résume, rapidement ma trajectoire. Et donc, je pense que je vais aller de plus en plus vers soutenir les lanceurs d'avenir, parce que c'est ça dont vous avez besoin. Parce que vous êtes bombardés d'informations qui sont inquiétantes, mais en même temps, il faut affronter la réalité. C'est aussi le rôle de nous, les journalistes, de vous dire attention, c'est pas n'importe quoi. Pas de chance, ça tombe sur notre gueule à nous, notre génération. Un truc qui n'est jamais arrivé. Donc, c'est absolument dingue. Donc, je vous rassure, moi, quand j'ai compris en 2011 ce qui se préparait, j'ai fait une déprime, je l'assume. J'ai fait une dépression grave. J'arrivais pas, j'ai plus de 3 enfants, enfin, je n'arrivais pas à l'accepter. Bon, alors, moi, je m'en suis sortie grâce à la méditation, mais ça, c'est encore autre chose. Voilà, mais il faut trouver des solutions pour... Mais je vous rassure, c'est normal d'être déprimé, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et comment on continue? Et c'est ça aussi, il y a des solutions. Alors moi, je continue de dire, je termine avec ça, si je peux me permettre. Je dis souvent qu'il faut garder le pessimisme pour des jours meilleurs. Vous voyez, d'une autre manière, Mathieu Ricard a dit, le moine bouddhiste, qu'il est trop tard pour être pessimiste, donc ça revient au même. Donc, nous devons tout faire pour que la maison commune ne soit pas détruite et que nos enfants, parce que c'est eux qui sont là en ce moment, puissent continuer à vivre. Et je pense que notre rôle à nous, c'est de vous alimenter dans les deux domaines. C'est à la fois soutenir les lanceurs d'alerte et puis les lanceurs d'avenir, mais et qu'on considère dans la page planète par exemple, que de montrer les gens qui font autrement, c'est pas ringard, c'est pas du journalisme, c'est pas du sous-journalisme, c'est capital et on en a absolument besoin. Voilà. Olivier, on est en pleine synthèse avec aussi avec la discussion précédente sur voilà, informer sans désespérer. Olivier, comment tu vois comment tu vois les deux versants de ton activité? Est-ce qu'il y a quelle est la part du versant militant engagé par rapport à ton activité journalistique et aussi d'auteur et de blogueur? Merci Simon de me poser cette question et aussi merci aux organisateurs parce que effectivement c'est des questions que je me pose régulièrement. Moi donc je tiens ce blog sur le site du Monde. J'écris des articles pour Le Monde, pour les pages Planète notamment, mais pas seulement. Je fais aussi des livres. Je suis donc amené à faire des conférences. Je fais du coup des interventions dans les médias. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il j'ai à la fois plusieurs activités. Finalement j'ai qu'une casquette et finalement je me rends compte, moi je m'intéresse à la finalement géographie, la mobilité, la manière dont on se déplace, les petits trains, et donc la façon dont on organise le territoire. Et on peut s'intéresser à ce sujet-là en étant simplement, on pourrait dire, pas engagé du tout. Très bien, alors on veut que tout aille mieux. Donc c'est très bien de vouloir que tout aille mieux, je sais pas, c'est le truc positif, c'est très bien. Donc on veut que tout le monde puisse bénéficier d'un TGV, qu'il n'y ait surtout pas d'embouteillage, qu'on puisse mettre la clim quand on veut dans sa voiture, même quand on est tout seul, que ça soit très confortable de prendre l'avion, etc. Donc on peut faire ça. Et puis en fait, quand on regarde ce sujet, on s'aperçoit que la mobilité, ça a énormément d'implications pour tout le reste. Je ne vous fais pas le dessin climatique et environnemental, CO2, pollution, mais aussi sédentarité, parce que aujourd'hui on a une capacité, les enfants d'aujourd'hui ont une capacité cardiovasculaire inférieure à celle des enfants d'il y a 40 ans, parce qu'on les conduit toujours en voiture à l'école, des questions de bruit, de danger, de sécurité routière, d'aménagement du territoire, de non-aménagement du territoire, parce qu'on étale les villes, et moi je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, on étale les villes toujours plus loin, on étale on prend les attributs de la ville, ou de la petite ville d'ailleurs, pas seulement des grandes villes, mais des petites villes, la maison de santé, Pôle emploi, etc. On les met plus loin, on les met à 3-4 km, pas forcément très loin, on ne fait pas forcément disparaître, mais simplement on étale la ville en partant du principe que tout le monde a une voiture, que c'est plus simple, etc. Donc si on se contente de regarder ça avec l'idée qu'il faut que ça soit simple pour tout le monde,
bah, finalement, on fait un engagement en réalité pour que ça continue et avec toutes les conséquences que ça pose. Donc effectivement, oui, j'assume d'être engagé, où je dis, bah non, tout ça pose plein de problèmes, je les constate et je dis, il faut essayer de... Enfin, je dis, je ne sais pas comment faire exactement, mais je pense qu'il faut réguler ça et je dis, voilà, regardez comment, voilà les problèmes et voilà éventuellement des solutions aussi. Et donc, je suis engagé de cette façon. Et donc, quand je propose un article ou quand j'écris un article sur mon blog ou quand je écris un livre, évidemment, il y a un engagement. Je choisis effectivement davantage de traiter l'avenir des lignes de train dites petites où il y a moins de trains qui passent, plutôt que de me poser la question, est-ce que c'est très confortable d'être en TGV, est-ce qu'on va encore mettre d'autres TGV, etc. Je préfère m'intéresser aux conséquences de la circulation routière dans les villes, plutôt qu'au fait de savoir si on peut encore aller facilement en voiture partout. Voilà, donc effectivement, c'est une forme d'engagement. Mais une fois que je décide de traiter un sujet ou un autre, Là, il me semble, enfin, qu'est-ce que j'essaie de faire, mais ça c'est un peu compliqué parce qu'en France, en réalité, la déontologie des journalistes repose sur les seuls journalistes pratiquement. Donc, j'essaie de le traiter justement pas de manière engagée. Je traite ce sujet-là, je le traite. Donc, je regarde, je vois les gens qui disent ça, les gens qui disent le contraire. En plus, c'est ça qui m'intéresse parce que c'est pas intéressant de juste reprendre n'importe quel communiqué. Ni celui évidemment de Monsanto, ni celui de l'association Pro Vélo du coin. C'est aussi très intéressant, on apprend beaucoup plus de choses. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça, et c'est vrai que en fonction du média dans lequel je suis, ça ne donne pas forcément la même chose. Et il y a une chose qui me semble intéressante dans ce qu'a dit John également, sur la question du vocabulaire. Moi non plus, je ne reprends pas nécessairement le vocabulaire, par exemple, des zones commerciales. Elles s'appellent centres commerciaux, elles se font appeler retail park, elles prennent des noms de villes. Europa City, Family Village, le cœur d'Arras, qui n'est pas du tout au cœur d'Arras, qui est un peu plus loin. Il y en a plein d'autres, vous en trouverez certainement. Et donc je ne reprends pas ça, j'appelle ça, c'est une zone commerciale. C'est de l'étalement urbain, donc il faut utiliser les mots. Pareil en matière de mobilité. Le vocabulaire consacré consiste à dire, à Bordeaux par exemple, quand on a décidé qu'il n'y ait plus moins de voitures en centre-ville, on a fermé la ville aux voitures. Non, on ne l'a pas fermée, on l'a ouverte aux piétons. Donc effectivement, c'est des choix que j'assume. Je dis, quand je parle de la circulation en ville, je ne dis pas les restrictions de circulation. C'est vrai que c'est des restrictions de circulation, mais j'explique quand même, surtout quand c'est dans les plages planètes. Cet été, j'ai toujours tendance à dire plage planète. Je suis un peu désolé, mais en fait, dire pourquoi on le fait, c'est-à-dire en fait, mais les éléments qui consistent à limiter la pollution en ville, par exemple. Et ça, c'est pas évident parce que le vocabulaire, on l'a tous en tête, on l'entend en permanence. Et donc du coup, ça demande aussi de sourcer un petit peu. Des fois, on dit des députés de tous bords ont signé une pétition pour dire arrêtez de taper sur l'avion. Donc je regarde. C'est pas les députés de tous bords. Il y a essentiellement des députés de la majorité, quelques socialistes, quelques LR. C'est pas des députés de tous bords. Voilà. Donc du coup, je mets pas des députés de tous bords. Je mets ça. Voilà. Et donc à chaque fois, ça demande un petit peu de regarder et de se poser la question du vocabulaire. Ce que j'entends, c'est qu'il y a une rigueur ou une précaution pour arriver à délimiter justement les zones. Ouais. Alors peut-être on va vous donner la parole. C'est plus simple pour poursuivre le débat. Si vous voulez prendre des micros, et puis on fera réagir les uns les autres, évidemment. Moi, je veux bien poser une question. Il y a un journaliste dont on ne parle jamais, c'est le journaliste météo, qui n'arrête pas de dire « il fait très beau aujourd'hui, c'est formidable », etc., etc. Moi, je suis jardinière maintenant, et je déteste quand il fait beau. Et puis, je pense qu'avec la crise climatique, je pense que c'est compliqué qu'il fasse beau. Donc, il faudrait que les journalistes météo se mettent dans la tête qu'il faut changer de vocabulaire. Et vous avez parlé météo, ça m'a fait penser à ça, monsieur du Guardian, voilà. Je vais laisser John répondre. Juste un élément de... je vous en veux pas, mais il y avait un super article dans Le Monde il y a quelques semaines là-dessus. Parce qu'il y avait... Non, là je suis sérieux. Il y avait un colloque, il y avait un article en effet. Et en tout cas, il y avait un colloque, je crois qu'il y a un colloque tous les ans, colloque international de la météo. Et en tout cas, il y a une réflexion en cours, elle n'est peut-être pas très perceptible dans les bulletins météo, etc. Mais un début de prise de conscience de certains présentateurs météo de France, dans les chaînes les plus généralistes, etc., qui essayent d'inclure, justement, de ne pas parler du temps et de ne pas trop qualifier. Effectivement, il fait beau, oui, il fait beau, c'est peut-être sympa pour les gens qui sont à l'ombre d'une terrasse, mais pas forcément pour des gens qui sont en plein cagnard ou une période caniculaire. Mais ils essaient d'intégrer, voilà, c'est juste qu'ils essaient d'intégrer ça dans leur bulletin météo, je crois. Alors, j'ai plus l'exemple en tête, je crois que c'est la journaliste météo de France 2 qui nous expliquait, par exemple, que
Elle a réussi à imposer, c'est-à-dire que finalement, elle a réussi au moins à convaincre la direction de la rédac de France Télévisions d'avoir une pastille, du moins un format qui ne soit pas un format de 30 secondes, mais plutôt 3-4 minutes, qui lui permet de développer des sujets et d'aller au-delà du simple bulletin météo, puisqu'effectivement, météo et climat sont deux choses totalement différentes. Moi, je voulais juste rajouter, oui, ça va encore plus loin que le journalisme météo. La dernière série papier que j'avais fait sur une question environnementale, c'était la canicule en Europe il y a 2 semaines. Le premier papier que j'avais, c'était un papier annonce, hein, pour expliquer que ça allait venir, que les scientifiques estimaient que grâce à la crise climatique, ce genre d'événement serait entre 5 et 100 fois plus fréquent dans l'avenir, etc., etc. Donc c'était un signe de ce qui était à venir, etc. Le service photo de mon journal, pour illustrer ce papier, avait choisi une photo d'un groupe de gamins en train de jouer dans une fontaine à Rome, hein, dans la joie. Et là, j'ai dû appeler la rédaction et dire, excusez-moi, mais ça va pas du tout. Là, on parle d'un événement précurseur, d'un phénomène qui risque d'être catastrophique pour l'humanité. On ne met pas ce genre de photos pour parler de ça. Donc, même mon propre journal, il y a beaucoup de... Il y a des opinions qu'il va falloir changer. Non, je voulais savoir... J'ai vraiment un exemple qui ressemble vraiment beaucoup à ça. Dans les villes touristiques, en été, il y a beaucoup de gens qui viennent, et la plupart du temps en voiture. Et donc, comme on ne peut pas mettre toutes les voitures au même endroit, au même moment, par définition, on ne peut pas les empiler comme ça, oui, le stationnement est payant, en tout cas dans les endroits les plus proches des zones touristiques. Et donc, c'est ça la solution. Et ça, c'est Sud-Ouest hier matin. Pour se garer, même l'été, il faut payer. Oui, effectivement. Alors le choix, il est fait de cette façon. C'est une mauvaise nouvelle, donc. Mais sauf qu'en fait, il n'y a pas tellement moyen de faire autrement, parce que on peut tout simplement pas mettre. Là, je répète, hein, toutes les voitures au même endroit au même moment. Donc c'est expliqué, un peu détaillé dans l'article, mais c'était à peu près la même chose que l'histoire de la météo. Oui, non, question. Non, je voulais savoir, au-delà de votre engagement d'information des citoyens, est-ce que vous arrivez à entraîner vos rédactions dans un mode de vie plus résilient, dans une transition écologique sur vos déplacements, sur vos déchets Ça qui répond. Non, je vais être. C'est le but du jeu. Je vais être transparent avec vous. Par exemple, il y a. Alors, on est super content. Moi, je suis super content d'être à Couture, franchement. J'espère que vous allez me réinviter l'année prochaine. On fait d'autres festivals, et il y a un festival qui est très intéressant par son programme, etc., qui est le Festival du Monde à Montréal. Festival entre Le Monde et le journal local Le Devoir de Montréal. Donc partenariat. Pour le coup, je peux en parler parce que j'ai eu la possibilité d'y aller l'an passé. Avec la difficulté suivante, c'est de parler de l'urgence climatique et des émissions de gaz à effet de serre en ayant pris l'avion sur un long courrier. Mais ce qui est un vrai sujet. Non, c'est un vrai sujet. Et pour le coup, j'ai commencé à amorcer avec... Non, mais c'est des sujets qui sont en cours, en fait, pour être franc avec vous. Voilà. Donc, sur un événement comme ça, on va essayer de ne pas être manichéen, c'est-à-dire, est-ce que c'est intéressant, utile pour un journal comme Le Monde de faire un festival à Montréal et d'échanger, faire dialoguer les deux rives de l'Atlantique sur des thématiques environnementales, sociétales, l'éducation, les migrants, la culture, le rap, etc. Oui, c'est super intéressant. C'est super intéressant. C'est en plus, il y a aussi une vocation d'un peu d'élargir l'audience du journal dans un bassin francophone. Donc tout ça est relativement clair. Est-ce qu'il n'y a pas un petit souci quand même de compatibilité avec nos pratiques, avec les questions climatiques? John disait, voilà, il faudrait peut-être ne plus parler de changement climatique, mais d'urgence climatique. Voilà, ce festival-là était un exemple de... en tout cas, ça nous amène à réfléchir. Donc je ne vous dis pas, et puis de toute façon, je ne suis pas en mesure de vous dire on va arrêter le festival demain. Mais voilà, il y a une réflexion là-dessus, par exemple, en se disant que ce qui est peut-être un tout petit début de solution, est-ce qu'il ne faut pas compenser, avec toutes les limites de l'exercice, faire une compensation carbone de ces voyages long courriers, ce qui est une manière un peu, une sorte de pirouette pour s'en sortir. Oui, sauf que c'est compliqué de faire vivre, comme là, en ce moment, de faire vivre l'échange en visioconférence, ça marche moins bien. Mais ouais, non, on a commencé à réfléchir. Voilà. Donc ça, c'est un début de réponse.
Moi, j'y suis aussi confronté individuellement. Effectivement, avec ce bouquin sur les villes moyennes, j'étais invité aussi à Montréal et puis aussi à Fort-de-France. J'y suis allé dans les deux cas. Je n'ai profité pour faire autre chose à chaque fois, c'est-à-dire pas juste du tourisme, aussi essayer de comprendre des choses, d'essayer de voir un peu ce qui se passait. Le truc que je déteste faire d'une manière générale, c'est arriver à un endroit à 19h et repartir à 8h le lendemain matin, parce que ça n'a aucun intérêt, même si c'est à une demi-heure de train. Par contre, en Europe, effectivement, maintenant, je fais super attention et voilà. Je remarque quand même une chose, comme si je peux me permettre, c'est que cette question, elle est souvent posée à ceux qui disent « Attendez, il y a un problème ». Elle n'est jamais posée, mais absolument jamais à ceux qui disent « Il n'y a pas de problème, continuons ». Alors on ne pose jamais. Le monsieur qui est toujours sur BFM tous les matins et qui explique qu'il faut défendre la bagnole et qu'on doit pouvoir aller partout, etc. Jamais on lui demande, et vous, ça vous arrive de soit prendre l'avion, soit utiliser votre voiture de manière inattendue, ça. Et en fait, après, il y a une réflexion qui est pas seulement individuelle, qui est simplement, il y avait un bon papier des décodeurs ce matin du Monde, qui est, quels sont les... Alors d'abord, il y a la question de climat, il y a tout le reste dont j'ai parlé aussi, mais c'est la mesure. C'est-à-dire, à un moment, est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre l'avion pour aller à Montréal? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'aller à Montréal? Ça, c'est une autre question, mais qu'on peut se poser. Est-ce qu'on a besoin d'y aller une fois par an? Peut-être pour un truc précis. Est-ce qu'on a besoin d'y retourner 4 fois? Non, sans doute pas. Est-ce qu'on a besoin de prendre l'avion pour faire Paris-Bordeaux? Non. Paris-Toulouse? Bon, non, moi je réponds non personnellement, mais en fait voilà, ça dépend évidemment des circonstances, etc. Et donc voilà, donc on a quand même, il y a aussi, c'est ça, et c'est pareil avec la voiture, c'est pareil avec la viande, c'est pareil avec tout ça. Oui. Alors moi je suis confrontée aux mêmes questions que toi régulièrement. Alors pour ce qui est de la France, j'ai une ville qui me pose problème, c'est Nice. Voilà, mais moi aussi, voilà, mais je veux dire, voilà, mais je refuse maintenant systématiquement de prendre l'avion pour la France, en France, voilà. Et après, là, je suis confrontée. Voilà, la semaine dernière, l'ambassade de France aux États-Unis qui m'envoie un mail et qui me dit on voudrait que vous veniez au festival de la librairie Albertine, qui est la librairie, enfin bref, une librairie à New York, pour parler de la transition. Voilà. Et vous venez 2 jours. Et alors là, il y a quelques années, tu m'aurais dit je veux faire un saut à New York, sympa, tu vois. Et bien là, je pense que je ne vais pas y aller. Voilà. Et ça, je veux dire, je dis ça parce que c'est nouveau. Et on est tout le temps confronté à ça. Là, récemment, j'ai été invitée à l'île de la Réunion. Alors là, je te dis pas, ça fait 3 ans de suite pour un festival, c'est Attaque. Présenter plein de films que j'ai faits et rencontrer le public. Alors, j'ai dit non 2 fois. Et là, j'y suis allée, mais j'ai dit je reste 15 jours et je fais plein de choses. C'est-à-dire que je suis allée dans les lycées, j'ai rencontré les journalistes, j'ai lancé la campagne... des coquelicots pour ceux qui la connaissent là-bas, enfin voilà, et je me suis dit bon j'y vais, mais n'empêche que j'ai quand même fait voilà, j'ai pris l'avion. Alors voilà, c'est compliqué. La question, là pardon, la dame au 4e rang, après le monsieur. Et juste un autre élément de réponse par rapport à Montréal, même si on ne va pas arrêter le festival tout de suite, je pense pas en tout cas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette réflexion qu'on a nous côté journalistes dans nos pratiques, les gens qui sont potentiellement des invités pour aller à Montréal, donc des personnalités françaises, en tout cas certaines d'entre elles se posent les mêmes questions. Donc l'autre difficulté, c'est qu'en fait on n'arrive plus à convaincre des grandes personnalités publiques ou du monde culturel d'aller à Montréal sur des questions climatiques, ce qui est d'ailleurs peut-être bon signe finalement. Alors moi je ne vais pas parler de l'avion, ça marche pas? Je ne vais pas parler de l'avion, j'ai juste parlé de 2 sujets que je trouve préoccupants et qui ont un peu tendance à disparaître. C'est la question de l'accès à l'eau. C'est un truc qu'on n'entend plus tellement parler au niveau des médias. Là, on s'éloigne peut-être un peu de la question de l'engagement de... Et puis, peut-être. Et le deuxième sujet, c'est au niveau du gaspillage d'énergie en utilisant l'ordinateur et Internet. Alors, je ne sais pas si ça fait partie du sujet. Alors, on va donner le micro au monsieur qui est devant. Oui, alors pour vous dire qu'on n'est pas très très en avance au monde, après je laisse aussi les autres invités répondre, c'est aussi un petit combat quotidien, l'ordinateur, de le faire nous, mais surtout de le dire aux collègues, de ne pas oublier d'éteindre l'ordi le soir. Oui, c'est un geste vraiment microscopique, mais tout le monde ne le fait pas encore. Voilà. Oui, bonjour. Ah, pardon. Brigitte Alain. Brigitte Alain, je suis ancienne députée qui a introduit les projets alimentaires territoriaux dans la loi qui nous permettent de décider sur nos territoires de quelle alimentation on veut, comment on veut qu'elle soit produite. Combien de personnes le savent? Ça m'interroge. Et aujourd'hui, je me suis engagée dans une association, je suis présidente de Terre de Liens Nouvelle-Aquitaine. Donc je suis
non pas lanceur d'alerte, mais lanceur d'avenir. Et puisque nous achetons des fermes pour installer des paysans pour l'alimentation. Et ça me renvoie à la question de tout à l'heure, lanceur d'alerte et lanceur d'avenir. Quand on ne parle de crise climatique que l'été, quand on est confronté à un épisode, je dis bien un épisode caniculaire, parce que qui n'avait rien à voir avec la canicule de 2003 que j'ai vécue en tant que paysanne, donc je peux faire la différence. Eh bien, la conclusion, c'est que quand on en parle 8 jours avant, moi, le constat que j'ai fait, c'est qu'on nous annonçait après, dans les médias grand public, la télé, le journal quotidien que lisent chacun d'entre nous, ben, on avait vendu beaucoup de climatiseurs. Et donc, quand on parle de la crise climatique en plein été, à un moment d'épisode caniculaire, je crains que le résultat attendu soit totalement contraire au sujet, au problème de fond. Et la question, c'est effectivement, quand on parle de crise climatique, est-ce que c'est le bon moment, précisément, au moment d'une crise caniculaire? Ne pas confondre un épisode caniculaire avec la crise climatique qui est quotidienne, qui est tout le temps. Ouais. Alors, pour le coup, j'ai pas grand-chose à répondre. Je pense qu'il faut... Voilà, on s'éloigne un peu du sujet, et puis surtout, c'est compliqué de pas non plus parler d'un épisode caniculaire sans... Non, mais ouais. Ce que je comprends quand même dans la question, c'est... Moi, je lis Le Monde, j'aime beaucoup la plage. La plage, tu vois, Thierry, merci. La plage, j'aime beaucoup la plage, la page Planète. Mais c'est vrai que parfois, tu te dis, mince, alors voilà, c'est bien, la page Planète, j'apprends plein de choses, et voilà. Et puis, tu as la pub... dans le magazine M, par exemple, pour ne pas le citer. Dans le cahier. Non, alors, donc la question, c'est que tout le monde, c'est des médias, mais c'est tout le monde. C'est-à-dire ces injonctions contradictoires qui font aussi que les citoyens s'y perdent, parce que vous avez bien compris le problème. Donc, comment on fait, y compris dans nos rédactions, quand on en a, moi, j'ai pas de rédaction, j'ai choisi de sortir des rédactions, enfin bref, je travaille autrement, mais comment on fait pour... est-ce qu'on peut transformer de l'intérieur aussi, voilà. Parce que c'est vrai que c'est un moment, ça doit poser problème, y compris chez vous. Dans le journal, par exemple, ou au Guardian, je ne sais pas. Enfin. Oui, non, mais, alors, mais ouais. je pense qu'on est dans une période de transition. On est dans une période de transition à beaucoup d'égards. Aussi par rapport à notre compréhension de ce qui se passe. Je pense qu'on est obligé de parler de la crise climatique pendant ou avant un épisode caniculaire, si les scientifiques nous disent qu'il est fort probable que cet épisode caniculaire est dû à la crise climatique. On est obligé d'en parler. Mais je pense qu'il faut juste continuer de faire notre métier de journaliste, avec engagement, certes, mais notre métier de journaliste, c'est-à-dire de chercher les faits, de présenter les faits, de convaincre des faits, et de décrire comme des mensonges ce qui sont des mensonges. Pour prolonger un tout petit peu, après on passe la parole à encore au moins 2-3 personnes sur cet épisode caniculaire. Donc on fait, comme dit John, nos métiers de journaliste avec nos propres contradictions individuelles ou même collectives. En l'occurrence, pendant l'épisode caniculaire, on a aussi raconté, en tout cas dans un papier, fait un papier. Alors on a un nouvel indicateur qu'on adore au Monde et sans doute dans d'autres médias, qui est le taux de conversion. Le taux de conversion, c'est quand des papiers du web, notamment, permettent de recruter de nouveaux abonnés. Voilà. L'un des papiers récemment qui a fait le meilleur taux de conversion, c'est un papier qui est par ailleurs un super papier, tellement bien qu'on l'a repris dans la page Planète du lendemain, dans le print. C'est pour vous dire s'il était super. C'était un papier sur, j'ai envie de dire, mais c'est pas du tout péjoratif, presque serviciel, 10 manières de rafraîchir son intérieur par temps de canicule. Le début du papier, c'était précisément pour, pas forcément dénoncer, mais en tout cas raconter les dégâts que font les climatiseurs, etc. Bon, je pense que c'est un papier intéressant, plein d'infos, plein de solutions. Alors il y a des solutions assez basiques et des trucs un peu plus inédits pour moi, l'histoire du pot de terre qu'on trempe dans l'eau, etc. Bon voilà, moi je ne connaissais pas, mais c'est super. Bon voilà, la journaliste qui a fait le papier, elle l'a fait dans un bureau avec un climatiseur à côté d'elle qui fonctionne à pleine puissance. Non mais voilà,
Donc, on a le droit, effectivement, après d'aller voir la rédac, leur dire, écoutez, peut-être à un moment, il faudrait réfléchir. Alors, ça tombe bien, on va changer d'immeuble dans quelques mois. Mais on est parfois dans ces injonctions contradictoires, c'est vrai. Oui. On a parlé, juste titre. Si, Ah, mais il faut... bon, ok. Bon, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le négationnisme climatique. Je suis même, parce que je travaille un peu aussi dans le domaine de l'énergie, il y a un problème qu'il faudrait qu'on aborde aussi, c'est comment enrayer et lutter contre ce changement climatique. Et je crains que dans ces quelques journées que nous avons eues, on ne soit pas en phase de contradiction. Par exemple, on peut se poser des questions sur les problèmes des transports, c'est-à-dire par exemple la limitation de la vitesse ou la lutte par la fiscalité contre l'utilisation de la voiture. Or, ceci se heurte évidemment à des gros intérêts et le mouvement des Gilets jaunes en est un peu l'expression. Autre sujet, c'est le problème de l'énergie. La question, par exemple, de l'énergie nucléaire. Est-ce qu'on considère que l'énergie nucléaire est un moyen efficace pour enrayer, enfin pour contribuer à réduire les émissions de CO2? Je vous signale que la France, qui a un programme nucléaire conséquent, produit par tête d'habitant 2 fois moins de CO2 que l'Allemagne, qui, elle, combat le nucléaire et fait des centrales au charbon. Alors, je sais qu'à long terme... Non, mais laissez-moi terminer. Bien sûr, je laisse terminer. Je sais qu'à long terme, il y a les énergies renouvelables qui peuvent contribuer, mais ce sont là des débats que les journalistes devraient, à mon avis, mettre beaucoup plus, et de manière... sous la forme de journalisme scientifique, si vous voulez, sur le devant de la scène, même si ça peut heurter certaines options des uns et des autres. Je pense qu'on le fait un peu, en tout cas. Oui, je pense que c'est fait vraiment bien. Le monsieur et la dame. Voilà. Oui, alors, bon, je suis désolé parce que je crois qu'il va falloir un moment ou un autre, peut-être lâcher, pas la ferme, mais le micro. Il y a un monsieur qui est là, la dame qui est au fond, qui lève la main depuis longtemps, et le monsieur qui est là aussi. Oui, oui. Donc alors, faisons voilà, du début. Après, il y aura le monsieur au milieu et puis la dame qui est au fond de l'assistance. Je voudrais rebondir un peu sur ce qui a été dit, non pas pour aller dans l'argumentation ou contre, c'est pas la question, mais bon, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur les questions de l'eau, c'était mon domaine professionnel. Je me suis rendu compte, mais ça c'est une histoire passée, que le ministère de l'Environnement n'avait pas du tout envie d'avoir une statistique publique des usages de l'eau. C'est pourtant faisable, mais il n'en voulait pas. Pour des raisons, bon, je ne vais pas m'étendre. Ce que je voulais dire, c'est que, au fond, je me suis dit, finalement, c'est bilingue mon affaire. Hein, c'est une question de lexique. Parce que vous demandez à un scientifique ce que c'est que le réchauffement climatique, il vous l'expliquera en détail et il vous dira, c'est un réchauffement systématique en tout point du globe sur 30 ans, etc., etc. Il vous expliquera aussi qu'il y a de fortes chances, de plus en plus importantes, pour qu'il y ait des inondations de même ampleur, plus fréquentes. Et pour avoir dépouillé pendant 5 ans les articles du Guardian sur le flooding, pour la thèse que j'ai faite en linguistique, j'ai été convaincu que le Guardian était bien conscient des choses et mettait bien les choses en valeur. Ce que je veux dire maintenant, c'est que les journalistes puisent leurs sources, lorsqu'ils sont sérieux, et c'est la plupart du temps le cas, dans des domaines scientifiques. Et ils ont certainement compris que le langage scientifique n'est pas le même que le langage journalistique. Et beaucoup de scientifiques voudraient imposer leurs termes aux journalistes, ce qui est complètement idiot, parce qu'on peut pas, tout le monde ne peut pas parler langage. Il y a aussi un langage administratif qui est redoutable dans le domaine de l'eau. Hein. Excusez-moi, ce que je veux dire, c'est que... mais est-ce que vous avez une question qu'on a déjà abordée tout à l'heure? Justement, c'est vous-même qui m'avez suggéré de la reposer à votre voisin. Vous m'avez dit vous-même, il faut la reposer à votre voisin. Est-ce que le Guardian, dans ses réflexions, s'est peut-être posé la question de l'utilité d'un lexique de l'eau qui serait construit sur des textes et qui permettrait de faire des passerelles entre ces strates discursives? Alors pour aider John, je proposais donc à l'interlocuteur de... moi je disais plutôt que John aborderait cette histoire du lexique, mais pas forcément de manière aussi pointue. Oui, je pense que cette question de lexique, c'est évidemment essentiel. C'est essentiel.
et c'est une, comme vous l'avez dit aussi, c'est cette idée ou le rôle de vulgarisation de l'information compliquée, et c'est un rôle essentiel du journalisme et de ce service d'information. Le problème, et c'est le problème éternel des médias, c'est qu'il faut aussi, je veux dire, il y a une sorte de contrat implicite dans l'acte de journalisme qui implique que si un article n'est pas lu, ça ne sert strictement à rien. Donc il y a toujours ce conflit entre voilà, la valeur de l'information et le fait que ça se soit lu. Et pour beaucoup de journalistes, je pense, et surtout pour beaucoup de rédacteurs et de chefs de service, etc., les questions environnementaux tombent sous le titre important, mais quand même un peu ennuyeux. Il faudrait qu'on réussisse à sortir la question environnementale de cette rubrique-là. Parce que c'est important, c'est extrêmement important, et il ne faut absolument pas que ça soit en même temps ennuyeux. Monsieur. Oui, oui, mais en fait, je rebondis un peu sur ce que, où j'avais l'intention de rebondir là-dessus. Dans tous les combats, il faut essayer de taper sur des coins un peu inattendus. Quand j'étais enfant, on vendangeait en deuxième semaine d'octobre. Maintenant, on vendange ici. Maintenant, on vendange en première semaine pratiquement de septembre. Conclusion de la plupart des spécialistes, le vin ne sera plus jamais le même. Et quand on dit ça, eh bien, on tape dans le corazon de tout un tas de gens qui ne sont peut-être pas convaincus sur le changement climatique. Par contre, ça les percute. Je me permets de rebondir parce que mon collègue est peut-être agriculteur et je voulais revenir aussi sur la personne qui a parlé de terre de liens pour le mettre dans une perspective internationale. Parce que si nous, à Couture-sur-Garonne, on a le climat d'Andalousie dans 10 ans, ça ne va pas beaucoup nous rayer la peinture. Par contre, de l'autre côté de la Terre, il faut parler du dérèglement climatique parce que c'est dramatique pour les pays d'Afrique avec des grands moments où ils sont en zone de sécheresse et des grands moments où il y a des précipitations orageuses. Alors donc, il faut se remettre en question sur notre façon de consommer, notre façon de produire, notre façon de nous habiller, tout ce qu'on met dans nos portables, etc. Je fais partie du CCF des Terres Solidaires, je vais quand même le dire. Voilà, et le plaidoyer que nous portons avec d'autres, c'est tout ça, c'est réfléchir à la façon dont nous, pays industrialisés, on a une conséquence terrible par l'accaparement des terres de l'autre côté, l'Indonésie, le Brésil, etc. Bon, on ne va pas faire tout un discours, mais bon, la canicule, oui, ça, ouais, il nous en parle. Bon, enfin, il fait chaud, quoi. Mais ben, c'est pas du tout vital, alors que l'autre côté de la planète, c'est dramatique. Voilà. Bon, alors, pardon. Oui, je vous écoute, vous êtes levé tellement, de manière tellement volontaire qu'on va vous écouter. J'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu de l'engagement pour plutôt explorer les thématiques et aussi nos pratiques. D'ailleurs, vous nous interrogez sur nos pratiques journalistiques, mais c'est aussi intéressant. Donc on vous écoute et peut-être on va conclure après. Bon, j'espère que je ne vais pas me mélanger les pinceaux. Je voulais simplement dire, ça regroupe, il me semble que ça regroupe un peu tout ça. Il y a 17 objectifs des Nations Unies pour la période pour le développement durable, période 2015-2030. Alors c'est pompeux, on s'assoit beaucoup, on frotte du pied les Nations Unies, mais enfin c'est un truc qui concerne tout le monde. Il y a beaucoup de pays qui l'ont ratifié. Et pardon, tous, me dit-on. Et peut-être pas, je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste. Et peut-être que les journalistes là ont vraiment un rôle à jouer de remettre ça en avant, parce que c'est peut-être pompeux, les Nations Unies, tout ça. Personne ne connaît aussi ce rôle-là. Mais en tout cas, les 17 objectifs, ils sont simples et clairs. Et ça, c'est de la vulgarisation, parce que tout le monde va comprendre, c'est universel. Donc peut-être que les journalistes ont un super rôle à jouer.
Et les journalistes du monde entier, évidemment, parce que c'est mondialisation, pas uniquement pour la merde, mais aussi pour des choses qui nous concernent tous, et pour nous sauver, quoi. Donc en fait, vous nous demandez de continuer notre boulot d'informer, en fait. Bon, donc ouais. Sachant que c'est pas le plus, c'est pas le sujet le plus. Non, mais c'est évidemment là, c'est un sujet super important. C'est pas le sujet le plus sexy à raconter. Non, parce que c'est. Mais effectivement, les objectifs derrière sont l'accès à l'eau, la diminution des inégalités, etc. Ouais. Tout ce qu'on vient de dire est écrit dans ça. On a 2 secondes. C'est aussi, il y a en réalité, quand on cherche bien, il y a beaucoup d'informations qui existent déjà, qui ont été archivées, on peut ça maintenant en ligne, ça existe, il faut simplement parfois chercher. Mais c'est vrai qu'on parle de la volonté de faire du clic, hein, de taux de transformation, taux de conversion, etc. Bon, très bien, effectivement. Mais moi je me souviens, une fois j'avais fait un papier sur mon blog sur les problèmes du RER. Bon, je sais que ça concerne peu le Lot-et-Garonne, mais ça concernait quand même beaucoup de gens. Il y a quand même 12 millions de personnes qui vivent en Ile-de-France. Et donc les problèmes du RERB, là, il y avait une semaine noire dans le RERB parce que ça ne fonctionnait pas, etc. Donc je fais ça, là ça marche à fond, il y a 100 000 vues et tout. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai fait un autre article qui expliquait comment une association d'usagers du RER, constatant tous les problèmes réguliers, sont allés voir la SNCF et puis aussi les autorités politiques et ont essayé de modifier l'organisation de la ligne de façon à ce que ça fonctionne mieux, à ce que les trains soient, à ce que la régulation change. Et donc ils ont réussi à faire ça. Donc j'ai essayé quand même de trouver un titre sexy. J'ai appelé ça autrefois avant les voyageurs râlaient, maintenant ils s'organisent. Mais malgré tout, ça a fait beaucoup moins d'intérêt. Hein. J'en ai eu 5000 ou un truc comme ça par rapport aux 100 000. Donc c'est normal en fait. Hein. Il y a un truc qui nous énerve, on clique. Mais donc c'est aussi, ça je le dis très souvent en privé à plein de gens, c'est en fait, là, y compris dans ma famille, hein, mais en fait, on parle plus de ce truc-là. On nous a parlé de ça, mais on n'en parle plus. Mais en fait, si, on en parle encore, mais il faut aller voir. Il faut pas juste regarder le journal télévisé. Désolé. Alors peut-être pour conclure, j'ai peut-être aussi Marie-Monique dire un mot de conclusion. Est-ce que je peux en conclure à mon modeste niveau que finalement on ne fait pas trop mal notre boulot puisque il n'y a pas trop de mélange des genres, ni dans le travail d'Olivier sur son blog ou ses bouquins, ni dans les documentaires de Marie-Monique, ni dans les articles du Guardian ou du Monde. Vous estimez qu'on n'est pas trop dans que les frontières sont relativement bien cadrées entre nos engagements individuels et notre travail journalistique? Peut me faire, d'accord. Bon, c'est un peu rude, mais bon. Oui, en même temps, vous ne posez pas beaucoup de questions sur notre travail. Donc, quelque part, voilà, c'est sur le contenu du travail. Vous voyez, c'est intéressant parce que toutes les questions, là, pas sur les contraintes aussi. Parce que vous auriez pu nous poser des questions sur les contraintes que nous avons aussi. Parce que c'est important aussi. À la prochaine fois, donc, vous allez vous préparer. D'accord. Bon, mais voilà, on me demande de conclure, c'est un petit peu difficile, mais moi, comme je suis plus là maintenant pour me dire, je vais encourager les lanceurs d'avenir, levez la main, voilà, ceux qui se considèrent comme les lanceurs d'avenir, un peu là. Allez-y, voilà. Eh ben voilà. Donc, c'est important, enfin, moi, je pense vraiment que ce qui est important, c'est que nous, on vous encourage à, alors d'abord agir localement, parce que c'est très important, mais ça ne suffit pas. Il faut être connecté, interconnecté. Donc les médias savent aussi interconnecter. Hein. Et puis le levier politique est aussi très important. Il y a le levier individuel, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, d'agir là où on est, essayer de sortir des injonctions contradictoires et prendre des décisions qui font qu'à un moment, on retrouve de la cohérence, parce qu'on souffre beaucoup de l'incohérence globale dans laquelle nous vivons, n'est-ce pas? Et puis aussi... je cite souvent, alors je vais terminer, j'aime beaucoup la littérature, alors j'ai plein de citations en tête, mais là je pense à Gramsci, qui est vous voyez qui c'est Gramsci, qui a passé pas mal d'années en prison, un Italien, anarchiste, enfin bon, bref, et communiste, parce qu'il a eu toute une... Enfin bref, vous cherchez, vous verrez. En tout cas, il a dit, de mémoire, le vieux monde est en train de s'effondrer, donc on est tous d'accord là-dessus, je crois. Vous êtes à peu près d'accord que le monde... celui du XXe siècle s'effondre. Le nouveau monde tarde à apparaître, à émerger. Alors, il est sur l'italien, voilà, dit apparaître. Et là, écoutez bien, dans le clair-obscur surgissent les monstres. Et là, je pense qu'on en est vraiment là. C'est-à-dire que les monstres
guettent. Les monstres sont parfois au pouvoir dans certains pays, et que vous avez tous en tête comme moi, j'imagine. Et il faut être très vigilant parce que ça peut basculer des deux côtés, de l'un ou de l'autre, et c'est à nous d'éviter que les monstres gagnent, parce qu'ils peuvent encore gagner. Moi, je suis très inquiète, en fait, parce que je pense qu'au fur et à mesure où tous ces dérèglements on a parlé du climat, mais il y a la biodiversité, il y a les inégalités, il y a la crise financière qui s'annonce, parce que voilà, c'est encore un autre aspect. Eh bien, il faut faire attention parce que ces crises vont être très difficiles, il va falloir se préparer. Et la tentation, ça peut être des pouvoirs qui vont être extrêmement autoritaires. Et enfin, moi, j'ai pas envie de ça. Je pense que c'est aussi une crise démocratique. Voilà, j'ai pas envie de ça. Donc, on a besoin de médias courageux, voilà, des médias qui aussi prennent des risques, parce qu'on est dans une situation de crise, mais aussi besoin de lecteurs. Et moi, je fais de la télévision, je fais du documentaire, je ne suis pas du genre de télévision, mais aussi vous devez être exigeant aussi, voilà, dans vos choix, de votre manière de vous informer, en regardant mes documentaires, par exemple, en lisant, voilà, en lisant la plage. Non, mais voilà. Donc c'est ensemble qu'on va pouvoir éviter le pire, c'est ce que j'espère, et voilà. Donc soyons vigilants et constructifs. Merci à vous. Je crois qu'il y a Didier Porquerie qui va nous rejoindre pour une autre séquence. Il y a une nouvelle séquence.